Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de la formation Python. Cet épisode il porte sur les variables, donc on verra c'est quoi une variable, comment elle est utilisée en Python et quelques fonctionnalités assez intéressantes. On va simplement commencer par définir c'est quoi une variable. Une variable c'est une case mémoire, une zone de la mémoire de l'ordinateur dans laquelle une valeur est stockée. Imaginez-le comme si on avait une boîte et dans cette boîte on a un objet. L'objet il correspond à la valeur et la boîte correspond à la variable. Maintenant, passons à Python. En Python, on déclare une variable en même temps qu'on lui affecte sa première valeur. Donc on va par exemple ici créer une variable, on va l'appeler x par exemple, et on va lui affecter la valeur de 2. Donc à gauche, on met le nom de notre variable, puis on fait un espace et on écrit égal, et après le égal, on met la valeur qu'on veut affecter à notre variable x. Dans notre cas, on veut affecter par exemple l'entier 2, donc on a juste à écrire 2. On clique entrée. Et vous pouvez voir que maintenant, quand j'écris x puis je tape entrée, il me rend 2. Donc là, on a bien créé une variable qui s'appelle x et qui a pour valeur 2. On peut maintenant essayer d'affecter une autre valeur à x. Donc si on retape x égale, par exemple, à l'entier 3, en fait, ce que ça va faire, ça va écraser l'ancienne valeur de x qui est 2 et ça va nous rendre 3. On peut également essayer d'affecter par exemple du texte à une variable. On peut créer une variable qui s'appelle texte par exemple, égale. On avait dit dans l'épisode précédent que pour écrire du texte en Python, on le met soit entre code simple ou code double. Qu'on met des codes simples par exemple, hello world. On ferme les codes doubles, on exécute, on entre plutôt, pas exécute. Puis j'écris texte. Et comme vous pouvez voir, il nous rend bien Hello World entre quotes pour nous dire que c'est bien du texte. Maintenant, analysons ce que Python il a fait en arrière-plan. On va prendre l'exemple de x égale à 2. Tout d'abord, il a compris tout seul, comme un grand, que 2 était un entier et que donc la variable x, elle va contenir une valeur de type entier. Ce n'est pas le cas dans beaucoup de langages de programmation où il faut spécifier à l'avance le type de la variable. On dit en fait que Python c'est un langage au typage dynamique. Ensuite, Python il a alloué exactement le bon nombre d'espaces en mémoire afin de stocker la variable 2. Et finalement, il a compris que dans la variable x, on allait stocker l'entier 2. Ces trois étapes sur Python, elles sont automatiquement faites, donc comme si c'était une seule étape. Mais dans beaucoup de langages de programmation, ces trois étapes, elles ne sont pas confondues, il faut les faire une par une. Maintenant, j'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant. On va d'abord commencer par déclarer la variable x qu'on va lui affecter la valeur de 4, l'entier 4. Ok, maintenant, on va déclarer une deuxième variable y qui vaut, elle, par exemple, 5. Le problème, c'est que maintenant, j'ai envie d'échanger les valeurs des deux variables. J'ai envie que x vaut 5 et y vaut 4. Mais comment on va faire ça? Imaginez ça comme si on avait deux verres contenant chacun deux liquides différents. On veut échanger les liquides contenus dans ces deux verres. En fait, on ne peut pas le faire sans l'intervention d'un troisième verre, donc une troisième variable. Or, sur Python, vu qu'il est intelligent, comme on a dit dans le premier épisode, bien sûr entre guillemets intelligent, on peut tout simplement faire x, y qui vaut y, x. Puis quand on tape entrée, on peut voir que x maintenant vaut 5 et y vaut 4. En fait, Python, implicitement, donc sans qu'il nous l'affiche, il a fait intervenir une troisième variable afin de pouvoir faire cet échange. À présent, on va s'intéresser au type de variable. Donc on définit le type d'une variable par la nature de celle-ci. Aujourd'hui, on va découvrir les 4 plus importantes. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais on ne va pas les étudier dans cet épisode. La première correspond à celle des nombres entiers comme 1, 2, 3, 4 ou comme tout à l'heure quand on a affecté la valeur de 4 à x. En anglais, on dit integer et on l'abrévie par int. Ensuite, on a celle des nombres décimaux, les nombres à virgule comme 2,4 ou 9,2. En anglais, on dit que c'est un float. Il n'a pas de raccourci. Ensuite, on a le type des chaînes de caractères, c'est le type des textes. Rappelez-vous quand je vous ai dit que pour écrire du texte en Python, on devait absolument l'encadrer soit par des codes simples ou des codes doubles. Et enfin, on a le type des booléens, en hommage à George Boole, l'inventeur de l'arithmétique booléenne, mais bref, c'est pas le sujet aujourd'hui. Donc c'est un type, on dit binaire, il n'a que deux valeurs possibles, soit vrai ou faux, donc true ou false en anglais. Maintenant, passons un peu de pratique. On va s'amuser avec la fonction type ou type en anglais qui permet de nous afficher le type d'une variable qu'on lui passe comme paramètre. On va d'abord commencer par déclarer 4 fonctions et on va leur affecter des valeurs qu'on a citées précédemment.
Donc on va commencer par les entiers. On va affecter par exemple à x la valeur de 4. Maintenant, on va passer aux décimaux. Donc on va affecter par exemple à y la valeur de 2,5. Attention, quelque chose d'important, en Python, on n'utilise pas des virgules. Parce que là, si je mets 2,5, il va prendre ça comme il va croire que c'est un tuple. On verra les tuples dans un prochain épisode. C'est un type un peu plus avancé, complexe. Donc en Python, on utilise les points, 2,5. Maintenant, on va affecter à W une chaîne de caractères, donc un str. On va lui affecter par exemple hello. Ici, je l'encadre avec des codes simples. Et finalement, on va affecter à Z un booléen, donc true, vrai. Attention, en Python, true et false, ils commencent tous par des majuscules, c'est-à-dire le T, il est en majuscule et le F, il est en majuscule. Et maintenant, on va s'amuser avec type. Donc on a dit, on écrit type, et vu que c'est une fonction, on ouvre les parenthèses, on les ferme. Et maintenant, on lui passe en paramètre, par exemple, la variable x. On entre ça, et comme vous pouvez voir, il nous rentre classe int. Donc c'est bien un entier, un integer, x égale à 4. On va faire la même chose pour y, donc il nous rend bien float, parce que c'est un float, un décimal quoi. Maintenant on va faire la même chose pour w. Maintenant normalement il devrait nous rendre une chaîne de caractères, donc str, w, classe str, on a bien chaîne de caractères. Et finalement on va faire la même chose pour z, qui devrait nous rendre booléen, z, et on a bien bool. Maintenant que vous maîtrisez assez bien les bases des variables en Python, j'aimerais vous ajouter quelques petits détails. Tout à l'heure, on a dit que pour déclarer une variable, on écrivait le nom de la variable, puis on mettait égal, et là on a la valeur. J'aimerais juste préciser que pour le nom de la variable, il peut être constitué de toutes les lettres de l'alphabet, qu'elles soient minuscules, majuscules. Il peut être constitué par les nombres allant de 0 à 9 et par le symbole tiré du bas, celui-là. Et sinon, rien d'autre. Les espaces aussi, ça fonctionne pas. Python, il comprend pas c'est quoi ça par exemple. Il faut surtout pas mettre d'espace et d'autres symboles. Je voulais aussi préciser que les majuscules, ça changeait la variable. Si on a par exemple la variable test qui vaut 2, qui est complètement en minuscule, elle va être différente de la variable test qui a un T majuscule qui vaut 3. Et ça, c'est valable peu importe où elle est dans le mot, quoi, dans le nom. Maintenant, passons à la notation scientifique. Si vous utilisez Python à des fins scientifiques, vous aurez probablement à l'utiliser. Si par exemple on veut représenter 1 million, ça nous donne 1 fois 10 puissance 9. En Python, pour écrire ça, on fait 1, E, 9. Le E, c'est comme si on écrivait 10 puissance quelque chose. Et comme vous pouvez voir, si j'appuie Entrée, ça nous rend bien 1 million. Vous avez peut-être remarqué ici le virgule 0, mais en fait en Python, la notation scientifique vous rendra toujours une valeur de type float, c'est-à-dire un décimal, même si le nombre c'est un nombre entier, comme dans notre cas 1 million. Ici, il nous donne 1 million,0. Désormais, intéressons-nous au monde des opérateurs. On va commencer par les opérateurs dits arithmétiques. Donc pour l'addition, c'est le même principe qu'en maths, on utilise le symbole plus. On fait 4 plus 5, ça nous donne 9. Si on a par exemple x qui vaut 6 et on fait x plus par exemple 5, ça nous donne bien 11. Bref, ça c'est simple. Maintenant, la soustraction, c'est le même principe. C'est avec le moins. Donc on fait 4 moins 2. 4 moins 2, oui, ça nous donne 2. Ça fonctionne aussi pour les nombres négatifs, bien sûr. Si on fait 5 moins 7, ça nous donne moins 2. Bref, ça c'est simple. Et si on fait par exemple 4x moins 5, il nous rend bien 1. Maintenant, pour la multiplication, c'est un peu différent. On n'utilise pas le fois, mais la petite étoile. C'est tout, il n'y a rien de différent sinon. On fait par exemple 5 étoiles, c'est l'étoile de l'astérix là. 5 fois 4, ça nous donne bien 20. Si on fait x, par exemple, fois y, il nous dit name y is not defined parce qu'on n'a pas défini y. Donc y par exemple elle vaut 5 et on fait x fois y, ça nous donne bien 30. Ok. Pour la division maintenant c'est le même principe sauf qu'on utilise le slash. Donc ce signe là quoi. Donc si on fait 4 sur 2, on a 2,0. Donc vous avez remarqué ici il nous a rendu une valeur de type float. En fait, en Python, quand on fait une division, peu importe le résultat, même si c'est un nombre entier, il nous rendra toujours une valeur de type float. Ok. Maintenant, disons, vous voulez avoir le reste de la division. Si on a par exemple, je ne sais pas, 4 sur 3, on veut avoir le reste qui est de 1. En fait, en Python, pour avoir le reste, on utilise le symbole pourcentage. Donc si on fait 4 pourcentage 3, on obtient bien 1 qui correspond au reste. Ensuite, on a une autre fonctionnalité qui nous permet d'avoir
la partie entière d'une division. Si on fait par exemple 4 sur 3, on a bien 1,3. Mais si on fait par exemple 4 sur 3, ça va arrondir au plus bas. Et du coup, il nous donne 1. Ça, même si le nombre il est plus grand, c'est-à-dire si on a par exemple 3 quarts qui nous donne 0,75, il va quand même l'arrondir au plus bas. C'est-à-dire si on fait par exemple 3 sur 4, il nous donne bien 0. Ensuite, pour les exposants, on utilise la double étoile, le double astérix, comme si c'était une double multiplication. Si on a par exemple 2 au carré, on va écrire 2, étoile, étoile, 2, et il nous donne bien 4. Si on fait 2 au cube, on fait 2 étoile, étoile, cube, et on a bien 8. C'est valable aussi avec les variables. Si on a par exemple, je ne sais pas, x qui vaut 4, et on fait 2 exposant x, donc 2 étoile, étoile, x, il nous donne bien 16. Et ça, c'est à peu près tout pour les opérations dites arithmétiques. Maintenant, on va faire quelques exemples pour voir si vous avez bien compris tout ce que je vous ai dit précédemment. On va essayer d'écrire l'expression qui s'affiche tout de suite à l'écran, 3 plus 4 au cube. Donc on écrit 3 plus 4, puis on a dit pour faire un exposant, on utilisait double étoile, donc on fait double étoile, et 3. Et là, vu qu'il y a la priorité opératoire pour l'exposant, c'est comme si on écrivait 3 plus 4 au cube. Comme vous pouvez voir, le résultat est bien 67. Maintenant, passons au deuxième exemple. On veut écrire l'expression suivante. 4 plus 5, exposant 7, le tout entre parenthèses, fois 2. Donc, on va ouvrir les parenthèses. Ça, je ne vous l'ai probablement pas dit, mais en Python, on peut utiliser les parenthèses exactement comme en maths. Donc, 4 plus 5 exposant 7, donc on fait la double étoile, on utilise la double étoile, et le tout, on a dit, fois 2, donc on met étoile 2. Comme vous pouvez voir, ça nous donne 156 258. Passons maintenant aux opérateurs dits d'affectation. Donc le plus simple qu'on connaît déjà, c'est le égal. Si on a par exemple x, on fait x égale, puis on met 5, on a bien x qui vaut 5. Maintenant, disons qu'on veut que x ait la valeur de lui-même plus 2. C'est-à-dire que x égale à x plus 2. Ça nous donne que x vaut 7. Donc on va remettre x qui vaut 5 pour qu'on puisse retester. Et en fait, en Python, on a une manière raccourcie de faire ce qu'on a fait juste ici. En fait, c'est en mettant plus égal. Donc on fait x plus égal à 2. Et on fait x. Et comme vous pouvez le voir, on a bien 7. Et ça, c'est valable pour toutes les opérations qui existent en Python. C'est-à-dire on met le nom de notre variable, puis on met l'opération qu'on veut, que ce soit un plus, un fois, un moins, le reste, un exposant, bref, ça fonctionne avec tout. On met par exemple moins, ensuite on met égal, donc ça c'est valable pour toutes les opérations, c'est un égal, et là on ajoute la valeur qu'on veut. Donc là ça nous fait x moins égale 5, tout à l'heure on a dit que x valait 7, donc là en fait c'est comme si on écrivait x égale à x moins 5. Donc si on fait x, vous pouvez voir, il vaut bien 2. Ça, c'est à peu près tout pour les opérations dites numériques, c'est-à-dire qui s'appliquent sur les nombres qui soient des entiers, int, ou des décimaux, float. Maintenant, on va passer aux opérations sur les chaînes de caractères. Donc sur les chaînes de caractères, on a deux opérations possibles. La première, c'est le plus. Donc en Python, quand on additionne deux chaînes de caractères, on dit qu'on fait une concaténation. Donc on va tout de suite tester ça. On va créer une première chaîne de caractères encadrée par des simples quotes qui contient bonjour. Et ensuite, on met une virgule, voilà. On va fermer la chaîne de caractères et on veut ajouter juste après bonjour Lucas. Donc on va mettre un plus. On va ouvrir une chaîne de caractères cette fois-ci comme on veut avec des doubles quotes par exemple. On veut qu'après la virgule il y ait un espace. Donc je vais mettre un espace. Les espaces dans les chaînes de caractères sont pris en compte sur Python, attention. Et là, on écrit Lucas. On ferme avec des doubles quotes. Et comme vous pouvez voir, il nous rend maintenant une chaîne de caractères avec bonjour Lucas. Et comme vous pouvez voir, il a bien pris en compte l'espace. Ok. Maintenant, passons à la deuxième opération qui est la multiplication. En fait, ça permet de faire répéter une chaîne de caractères. On a par exemple la chaîne de caractères Python qui contient le mot Python. On la ferme avec des simples quotes. Et on veut que Python il se répète 3 fois par exemple. Donc on va faire Python fois 3, mais bien sûr avec l'étoile, comme l'opération qu'on a vue tout à l'heure. Python étoile 3, comme vous pouvez voir, il nous rend Python
dans une même chaîne de caractères répétée 3 fois. Donc ça, c'est à peu près tout sur les opérations sur les chaînes de caractères. À présent que vous maîtrisez les opérations numériques et les opérations sur les chaînes de caractères, je vais vous apprendre les opérations qu'on ne peut pas faire. Si on a par exemple un nombre, un entier, 2, on ne peut pas l'additionner à une chaîne de caractères, c'est logique. Si par exemple on a la chaîne de caractères Python et on veut y ajouter 3, ben là on ne peut pas parce que Python c'est une chaîne de caractères et 3 c'est un entier. Et d'où il nous rend le message d'erreur type error can only concatenate str not int to str. C'est-à-dire que si par exemple dans ce cas-là on veut ajouter 3 à Python, il faut que le 3 soit sous forme de chaîne de caractères. Et là ben, c'est bien une concaténation. Donc ça c'est le cas pour toutes les opérations entre des numériques, c'est-à-dire soit des entiers ou des décimaux, des floats, et des chaînes de caractères, peu importe l'opération, vous aurez un message d'erreur. Pour voir si vous avez tout bien compris jusqu'à présent, on va faire quelques exercices. Le premier exercice consiste à essayer de prédire le résultat, puis après on va l'effectuer. Donc la première question c'est celle-là, la première expression, pardon. Donc là on a 4 moins 2, le tout entre parenthèses, étoile, étoile 3. On commence par la priorité opératoire des parenthèses. 4 moins 2, ça va nous donner 2. Ensuite, étoile, étoile, on a dit ça veut dire puissance, exposant quoi. Donc là ça nous donne 2 exposant 3, donc 2 fois 2 fois 2, ce qui nous donne 8. On entre et comme vous pouvez voir, ça nous donne bien 8. Maintenant, la deuxième question, c'est celle-là. On a quote, 3 quote, espace, plus 3. Là, on serait bien tenté de dire que ça nous donne 6. Mais non, là, on a dit que ça, c'était une chaîne de caractères et ça, c'est 3, c'est un entier. Or, on ne peut pas additionner une chaîne de caractères et un entier. Donc là, il va nous rendre normalement un message d'erreur. Et d'où on a bien type error can only concatenate str not int to str. Maintenant, la troisième question, c'est d'essayer de prédire cette opération-là. Donc on a ici une priorité opératoire. On va commencer par ça. Donc ici, on concatène deux chaînes de caractères. On a le he plus le lo qui nous donne hello. Puis tout ça, on le multiplie par 2. Donc ça devrait nous rendre hello, hello. Voilà, nous avons bien hello, hello. Comme vous pouvez voir, il est bien sous quote pour nous dire que ça, c'est une chaîne de caractères. Voilà notre quatrième énoncé. On a cette opération qu'on essaye de prédire. Donc là, on multiplie une chaîne de caractères par 2. Donc ça va bien nous donner Python, Python. Mais là, vu qu'on divise par 2, on serait bien tenté de dire que, vu qu'on multiplie par 2 puis on divise par 2, ça va nous donner Python. Mais en réalité, non. On a dit que sur des chaînes de caractères, les deux seules opérations qu'on peut faire, c'est la concaténation, donc l'addition, et la multiplication. Du coup, ça devrait nous rendre normalement un message d'erreur. Hop, comme vous pouvez voir, il nous rend bien type error, unsupported operand type for blablabla, blablabla. Ça, c'est quelque chose d'ailleurs de très important de savoir lire les messages d'erreur. Parce qu'en lisant, en comprenant les messages d'erreur, vous allez pouvoir régler les bugs dans votre code beaucoup plus facilement. Ok, maintenant pour voir si vous avez une bonne mémoire, on a 10 sur 3. Si vous vous rappelez bien, le sur, le double slash quoi, ça veut dire on divise mais on arrondit au plus bas. Donc 10 sur 3 en temps normal, ça ferait 3,333 à l'infini. Et vu qu'on arrondit vers le plus bas, donc ça nous donne 3 normalement. Comme vous pouvez voir, ça nous donne 3. Juste petite dernière pour vraiment voir si vous avez bien mémorisé, on a 10 pourcentage 3. Si vous vous rappelez bien, le pourcentage, c'est le reste de la division euclidienne en fait. Donc nous, quand on divise 10 par 3, ça va nous donner 3 et ça va nous mettre 1 comme reste. Parce que 3 fois 3, ça donne 9. Or 3 fois 4, ça donne 12. Donc le plus petit, celui qui peut passer, quoi, c'est le 3 fois 3 qui donne 9. Et il nous reste 1 pour arriver jusqu'à 10. Et d'où là, ça devrait nous donner 1. Comme vous pouvez voir, ça nous donne bel et bien 1. À présent, on a vu les 4 types fondamentaux. Donc on a dit, on a les entiers, on a les décimaux, on a les chaînes de caractères, on a les booléens. Bon, les booléens, on les a vite fait vus, mais on les a un peu ignorés. Et on va justement les ignorer ici aussi. Vous demandez sûrement comment on peut convertir, je ne sais pas, quelque chose, une valeur, vers un autre type. Si on a par exemple dans l'autre cas, dans le cas qu'on a vu tout à l'heure, on a quote 3 quote. Donc là, on a 3 sous forme de chaîne de caractères. Comment on fait pour le convertir sous forme, par exemple, d'entier ou de float? En fait, on a 3 fonctions principales. On a la fonction int
qui s'écrit int parenthèse. Cette fonction, elle permet de convertir quelque chose qu'on lui passe en entier. On a la fonction ensuite float, F-L-O-A-T parenthèse, qui permet de convertir une valeur qu'on lui donne en décimale, c'est-à-dire même si c'est un nombre entier, ça va mettre virgule 0. Et finalement, on a la fonction str entre parenthèses, qui permet de convertir ce qu'on lui donne en chaîne de caractères. Donc on va les tester toutes. Donc on a la première qui est int, on va lui passer par exemple 3. On va fermer les parenthèses. Comme vous pouvez voir, ça nous rend bien 3. Petite précision, la fonction int, quand on lui passe un élément, cette fois-ci pas de type chaîne de caractères, mais float, par exemple 3,7, donc on met bien un point à la place de la virgule, il va nous rendre en fait la valeur entière de ce nombre. Il va supprimer la valeur décimale et il va nous rendre la valeur entière. C'est un peu comme l'opération qu'on a vue tout à l'heure, le double slash qui divise mais qui arrondit au plus bas. Ben là, ça prend juste la valeur entière. Ensuite, la prochaine fonction, c'est la float. Donc, on écrit float, on veut convertir, je sais pas, par exemple, le 3, on veut le convertir en float. Et du coup, ça nous donne 3,0. Ça s'applique aussi pour les chaînes de caractères. Donc, si on a, par exemple, le 3,4 dans une chaîne de caractères, donc 3.4, on ferme les quotes et on ferme la parenthèse, ça nous donne bien 3,4. Et finalement, on a la fonction str qui permet de transformer tout ce qu'on lui passe comme élément, comme paramètre, en chaîne de caractères. Si on écrit par exemple str, on lui passe 455, il va nous le rendre en chaîne de caractères. Ça s'applique pour vraiment tout, que ce soit des floats ou des entiers, des booléens, bref, ça fonctionne sur tout. Donc si on a par exemple, je sais pas, str 455,7, pardon, j'ai oublié les parenthèses, 455,7, on ferme les parenthèses. Comme vous pouvez voir, ça nous le rend sous forme de chaîne de caractères. Donc ça, c'est à peu près tout pour les conversions des types. Donc là, normalement, vous savez convertir un élément vers un autre type. Donc pour vérifier qu'on a tout bien compris, on va faire un petit exercice. Donc on doit essayer de prédire l'opération avant de l'exécuter. Donc là, on a cette opération qu'on va essayer de prédire. Elle commence par str4. Donc ça va convertir l'entier 4 vers une chaîne de caractères. Puis là, on multiplie la chaîne de caractères qui contiendra 4 par 3 mais sous forme d'entier. Et nous on a dit quand on multiplie une chaîne de caractères, ça va se répéter. Donc là ça va nous donner 4, 4, 4, forme de chaîne de caractères bien sûr. Comme vous pouvez voir, ça nous donne bien 4, 4, 4. Maintenant on va essayer de prédire cette deuxième opération. Donc on a int 3, donc ça va devenir 3 sous forme d'entier, pas chaîne de caractères, plus float, la chaîne de caractères 3,2. Donc ça va devenir 3,2, ça va devenir 3. Les deux seront soit des floats ou des entiers. On peut donc les additionner entre eux. 3 plus 3,2, ça nous donne 6,2. Donc là, on a bien 6,2. La troisième opération, c'est celle-ci. Donc on a str3. Donc là, on aura 3 sous forme de chaîne de caractères fois float 3,2 sous forme de chaîne de caractères. Donc ça va nous donner 3,2 en tant que décimale. On va multiplier ça par la chaîne de caractères 3. Donc nous, on a dit tout à l'heure qu'on pouvait multiplier des chaînes de caractères par des entiers. Ça va la répéter. Si on multiplie la chaîne de caractères Python fois 2, ça va nous donner Python, Python. Or là, on multiplie la chaîne de caractères par un décimal, un nombre à virgule, quoi. Mais un nombre à virgule, ça n'a aucun sens. Ça ne va pas nous donner Python, mais la deuxième, on n'aura pas le ON à la fin. Donc normalement, là, ça va nous rendre un message d'erreur. Donc voilà, on a bien type error, can't multiply sequence by non-int of type float. On va finir avec celle-là. Donc on a str, entre parenthèses 3 sur 2, fois 2. Donc là, on a la priorité opératoire. Bien sûr, on va faire ce qu'il y a là-dedans. Donc 3 demi, ça va nous donner 1,5. Or, le résultat 1,5, on va le convertir en chaîne de caractères vu qu'on lui applique la fonction str. Donc 1,5, ça deviendra une chaîne de caractères. Ensuite, on multiplie cette chaîne de caractères par 2. Donc 1,5, il va être multiplié par 2. Il va être répété 2 fois. Ça va nous donner la chaîne de caractères 1,5, 1,5. Donc vous voyez, on a bien 1,5, 1,5. Bien sûr, quand je dis virgule, ça veut dire un point. Parce qu'en Python, on a dit qu'il n'y avait pas de virgule, c'est un point.
Donc pour finir, on va un peu s'amuser avec deux fonctions, la première qui est max, la deuxième qui est min. Donc la première ça veut dire maximum, la deuxième c'est minimum. En fait, ces fonctions, elles prennent autant de paramètres qu'on veut et elles rendent par exemple pour max le plus grand et pour minimum le plus petit. Et bien sûr, les paramètres, on va voir qu'on les sépare par des virgules. On va commencer par max, donc on écrit max, on ouvre les parenthèses, on les ferme comme ça on ne pourra pas les oublier. Et là, on peut lui mettre autant de nombres, d'entiers, de float qu'on veut. Mais l'important, c'est qu'ils soient tous séparés par des virgules. Donc, si on fait 3, 4, 7, 8, je sais pas, 4.2, là-dedans, le plus grand, c'est 8. Normalement, ça va nous rendre 8. Donc, comme vous pouvez voir, ça nous a rendu le plus grand. En fait, chaque élément, ils sont séparés par une virgule. Maintenant, on va faire la même chose, mais avec min. Donc, je vais recopier la même fonction, sauf qu'on va mettre min avant. Donc là, le plus petit, c'est 3. Il devrait nous rendre 3. Comme vous pouvez voir, ces fonctions, elles sont assez pratiques. Donc, vous aurez à les utiliser dans pas mal de scénarios. Donc, on va faire juste un petit dernier exemple, mais cette fois-ci, on va essayer d'utiliser tous les types qu'on a vus dès le début. Donc, on va faire par exemple max. On va mettre premier nombre en notation scientifique, on met, je sais pas, 100. Donc 100, c'est 1 fois 10 puissance 2. Donc on a dit que ça s'écrit 1E2. Virgule, on met maintenant un petit float, on met, je sais pas, on met 54,3. On met maintenant un petit entier, on met, je sais pas, 99. Et on finit par un petit entier simple, on met 3. Comme vous pouvez voir là d'ailleurs, les espaces, ça change rien. Peu importe, vous collez la virgule, vous mettez autant d'espace que vous voulez, ça va rien changer. Tant que les nombres ils sont bien séparés par des virgules. Donc là, le plus grand, normalement, c'est 1 puissance 2 qui nous donne, 1 fois 10 puissance 2, pardon, qui nous donne 100. Comme vous pouvez voir, ça nous rend bien 100,0, vu qu'on a dit que tout à l'heure, la notation scientifique en Python, ça nous rend toujours une valeur de type float. Juste petit aparté, on va essayer de mettre dans le min ou le max, on va essayer de mettre des chaînes de caractères ou des trucs un peu bizarres pour voir ce que ça nous donne. Si on veut voir par exemple le minimum entre 3, 4 et là on a 2 mais sous forme de chaîne de caractères, donc on le met entre quotes, on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Techniquement 2 c'est le plus petit ici, mais sauf que 2 c'est une chaîne de caractères. Comme vous pouvez voir, ils nous mettent un message d'erreur, type error, parce que min et max, ils prennent que des éléments float parce que les fonctions min et max, ils prennent que des éléments soit float ou int. Ben, c'est logique, on ne peut pas comparer des chaînes de caractères à un nombre, ça n'a aucun sens. Avant qu'on se lâche, je voulais juste vous montrer un petit dernier exemple. Avant qu'on se lâche, je voulais juste vous montrer un dernier exemple, c'est-à-dire que là, on va encore utiliser la fonction, par exemple, max, mais cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe si on met une opération là-dedans? Donc, on met le premier élément, c'est par exemple 3 fois 2, qui nous donne 6, et le deuxième élément, c'est par exemple 5. Qu'est-ce qui se passe quand on lui met ça? Techniquement, là, il va faire 3 fois 2, ça nous donne 6, il va comparer 6 à 5, il va nous rendre 6, parce que c'est plus grand. Comme vous pouvez voir, il nous rend bien 6. En fait, ici, tant que les éléments donnent bien un int ou un float et ils sont séparés par des virgules, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut. Normalement, si vous avez tout compris jusqu'à présent, vous maîtrisez la grande majeure partie des variables en Python. Je vous conseille encore pour bien approfondir les connaissances, de vous amuser un peu dans le shell interactif à utiliser toutes les notions qu'on a vues aujourd'hui. Si vous avez toujours des questions, je vous encourage à rejoindre mon serveur Discord, le lien est en description, je pourrai vous y aider. Si ce troisième épisode il vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me soutiendra énormément. Et sur ce, je vais vous lâcher, bye bye.